c'est Gensio Duel. Je suis un interprète. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Une société inconnue du nom d'Insusenko a retrouvé mon corps et m'a ressuscité. Insusenko disposait d'un QG à Beholz ayant orienté ses études vers une potentielle arme. Mon escouade est enfermée dans un champ magnétique avec l'artefact depuis 1 mois. Gensio, je t'ai appris à utiliser les canons d'artillerie. Dépêche-toi de te rendre à ton poste. J'étais prêt à abattre tout Mara passant dans ma ligne de mire. Le Fenrir descendait. Bon Dieu, Wedge, je t'ai déjà dit de plus relancer ce machin. Et moi, je t'ai déjà dit de me foutre la paix. Ce vieux magnéto fonctionne avec des piles électriques. C'est tellement vieux que les bombes EO ne le reconnaissent même pas comme une technologie électrique. Donc t'en fais pas pour le champ, Gibbs. Elle ne va pas tomber tout de suite. Enfin, pas à cause du magnéto en tout cas. C'est pas pour le chant que je m'inquiète, mais surtout pour ta petite gueule si tu continues à jouer avec mes nerfs en passant cette musique. Oh, Gibbs, calme-toi. On fait tout ce qu'on peut pour supporter l'attente. Ouais, c'est bon, ok, lâche-moi. Mais c'est toujours la même cassette qui passe en boucle depuis un mois, je vais devenir dingue. Wedge, s'il te plaît. Ok, mais c'est bien pour toi, Jessie. Parce que moi, c'est cet abruti là qui va me rendre dingue à toujours être sur mon dos. Bon, maintenant, je vais t'exploser, connard. Allez, viens, je t'attends, pauvre con. Pose ton flingue, Jessie. Je le poserai quand vous poserez vos culs chacun dans un coin de la salle. Arrête, Jessie, t'es ridicule. Ok. Moi aussi, les gars, j'en peux plus de tout ça. Ça fait 1 mois qu'on est enfermés là-dedans et on commence à arriver à la fin des bombes EO. Oui, bordel, les maras sont derrière l'entrée prêts à nous sauter dessus, oui. Mais faut pas qu'on se déchire. Ils vont venir nous chercher. Il va venir nous chercher. Et Rokta, il nous a lâchés, Jessie. Je t'interdis de dire ça. Il nous abandonnerait jamais. On est plus que ses soldats, c'est notre chef, il Jessie, viendra. s'il te plaît, lâche ce flingue. Retire ce que tu viens de dire, Gibbs. Ok. Alors je suis la seule ici à espérer qu'ils viendront nous chercher. D'accord. Alors quel intérêt de continuer? Jessie, attends. Les marades font pas de prisonniers. Quand il y aura plus d'énergie, je veux pas mourir comme ça. Jessie, lâche-le. Je l'ai. C'est bon, Gibbs, je l'ai. C'est bon. Ouais. Jessie, viens. Écoute, calme-toi. On est tous sur les nerfs et... Au fond, tu as raison. Et Rokta, il ne peut pas nous laisser comme ça. Parce que déjà, on est une équipe. Bon, comme tu l'as dit, on est plus que ses soldats. Et Rokta, c'est notre chef, notre... On est l'escouade des Rokta. Et Rokta ne peut pas nous abandonner. Crois-moi, Jessie. Il va venir. Je te promets. Vache, elle est pas passée loin, elle. Cela faisait maintenant 20 minutes que le combat contre les maras avait commencé. Je m'étais familiarisé à la tourelle dans laquelle je me trouvais. J'y étais même... à l'aise. Enfin, à l'aise jusqu'à la contre-attaque. Je pensais qu'on risquerait rien en survolant les maras. Mais il s'avère que mon entraînement s'était terminé avant que Dan ne me parle de l'existence d'armes anti-aériennes dans leur technologie. Elles avaient été fixées sur les toits d'immeubles de Beholz. Ces armes étaient vraiment étranges. Leur forme s'apparentait à celle d'arbres. Le tronc et les branches n'étaient qu'un enchevêtrement de racines noires. Mais elles semblaient tellement élastiques que les maras pouvaient plier l'arbre pour l'utiliser comme une catapulte. Dans ce mouvement, les branches s'illuminaient d'une lumière jaune phosphorescente et sécrétaient une mixture de la même couleur. Elles se condensaient pour former un projectile, et ce dernier était lancé directement sur le Fenrir. Ils avaient déjà abattu 5 tourelles. Ici Alexander, nous subissons trop de dégâts et nous allons changer de stratégie. Que toutes les tourelles soient désactivées. Pour les soldats en position, dirigez-vous aux tourelles supérieures. Gensio, remonte au poste de commande. Alexander avait raison.
Pour une attaque surprise, nous n'étions pas du tout en position de force. Je désactivai la tourelle qui se rétracta derrière une carapace blindée. Je me précipitai aux ascenseurs, mêlé à la foule des soldats des tourelles. Les portes s'ouvrirent sur le poste de commande. Seul, je m'engageai dans cette salle, qui, 1 heure auparavant, était la représentation même de la tenue militaire. À l'instant même, la panique avait inondé la salle. Monsieur Michelson, basculez l'énergie des réacteurs Delta 2, 3 et 6 sur les réacteurs Alpha du même nombre. Mademoiselle White, lancez le programme d'activation des tourelles supérieures. Monsieur Miller, pouvez-vous me dire pour quel bordel de dieu de raison j'ai une faille dans le bouclier haut sur la cuirasse tribord de la salle des machines? Vous m'avez appelé, monsieur? Chensio, Dieu merci, tu vas bien. Cette opération est complètement foirée. Il n'était absolument pas prévu que nous rencontrions de la résistance Mara. Ces armes antiaériennes sont inconnues de nos archives. Je ne pensais pas risquer ta vie en te plaçant sur une tourelle. T'es stressé? Regardez, je suis entier. Certes, mais ce n'est pas la seule chose qui m'inquiète. Le fait que les Maras étaient préparés pour un combat aérien. Ils étaient donc informés de la venue du Fenrir. Quoi? Cela valide la théorie d'un traître parmi nous. Ces armes Mara ont été placées exclusivement pour détruire nos tourelles. Ils connaissaient donc l'armement du Fenrir. Il est donc tout à fait possible que la taupe soit sur le vaisseau. Attendez, un traître? Mais pourtant, les détecteurs de vie organique du vaisseau ne valident que la présence de gènes humains. Je n'ai jamais supposé qu'il s'agissait d'un Mara. C'est absurde. Bordel, mais on m'explique jamais rien. C'est confidentiel, Gensio. Alors fallait pas l'ouvrir. Alexander! Un homme était entré dans le poste de commande. Toute la salle s'était figée à son appel. Il était vêtu d'un grand manteau pourpre, très propre sur lui. Il n'avait rien d'un militaire. J'estimais son âge à la trentaine, blond et cheveux plaqués en arrière. Il était accompagné de 2 hommes lourdement armés et casqués de manière à ce qu'on ne distingue rien de leur visage. Alexander était calme, mais je pouvais distinguer un rictus nerveux sur sa joue. Qui était cet homme? Monsieur Sayrive. Je vois que l'armée de Nemesos est en plein exploit. C'est qui celui-là? Le conseiller Peter Sayrive, le représentant direct du chef de guerre. Je vous demande pardon? Dan ne t'a rien dit à son sujet? Si vous perdez le Fenrir, Alexander, je ne donne pas cher de votre peau. Comme celle du généralissime Xiam Laville, d'ailleurs. Il s'agit d'un revirement de situation mineur. Rien d'exceptionnel en temps de guerre. Nous élaborons actuellement une nouvelle stratégie. Je l'espère, capitaine. Je l'espère. Le représentant direct du chef de guerre? La peau du généralissime. Il existe quelqu'un hiérarchiquement supérieur au généralissime? Attendez, là, faut m'expliquer, c'est quoi cette blague? Je t'expliquerai tout pendant la mission, mais je t'en prie, ne lui montre pas ton ignorance. Que voulez-vous dire? Plus aucun bruit. Je relevai la tête et j'aperçus Sayrive. Il me fixait. Tout le monde s'était tu. En attente de ce qui allait se passer, le conseiller s'approcha de moi. Alors voilà le fameux interprète. Mostinel, Pour vous servir? je constate que vous l'avez bien éduqué. Il se pencha vers moi. Il a complètement compris son rôle. Nous servir. Servir l'humanité, oui. Et en effet, vous en faites partie. Bien. Cet homme était puant. Je ne le supportais pas. Alexander, pendant que vous tentez de redresser la situation, convoquez l'escouade en lien avec l'artefact dans le hangar principal. Le chef de guerre prend le commandement de cette opération. Il prit l'ascenseur, accompagné de ses gardes. Le silence retomba. Donc tu reprends le commandement, sale petit. Enfin. Gensio, Brandford, vous avez entendu? Direction l'hangar, votre mission commence. Je vais convoquer Rocta et Trèfle. Mais... Viens, je vais t'expliquer. Gensio, on va vous ouvrir une voie le temps que vous soyez sur place. Puis je vais ordonner l'atterrissage du Fenrir à l'Astro. Inutile de mettre en danger le Fenrir. C'est donc ici que nos chemins se séparent pour cette mission. Alexander me tendit la main et m'accorda le même sourire que lorsque nous nous étions rencontrés. Je te fais confiance. Tu as été bien entraîné. Mais je veux te voir revenir avec l'artefact et en un seul morceau. Sois prudent. Promis, capitaine. Je lui rendais son sourire et lui serrai la main. J'avais hâte de revenir. Je ressentais le besoin de lui prouver ce dont j'étais capable après mon entraînement. Brandford et moi prîmes l'ascenseur, et il appuya sur le bouton avec écrit « Hangar principal ». Quel est cet homme, Brandford? Le conseiller du chef de guerre. J'ai toujours l'impression que vous prenez du plaisir à me révéler des éléments importants pile au moment où c'est délicat. Franchement, je pensais que tu étais au courant. Bon, tu sais que Nemesos est le dernier bastion humain, n'est-ce pas? Eh bien là-dessus, nous t'avons dit la vérité. Nemesos est bien le dernier bastion humain civil. Comment ça? Xiam Laville a été nommé pour diriger et protéger Nemesos, car il s'agit là du seul refuge pour les survivants civils. D'où le fait que Nemesos est également une ville. Alors d'où vient ce mec? Du centre de commandement. Mis à part Xiam Laville et quelques dignitaires, personne ne sait à Nemesos où il se situe. Il s'agit de la base militaire principale de l'humanité.
et celle-ci dispose de différents bastions sur tout le continent. Nemesos en fait partie, mais contrairement aux autres, il est aussi civil. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsque l'armée du chef de guerre se déploie, ce sont des flottes de vaisseaux qui recouvrent le ciel. Mais alors nous sommes plus nombreux? Ne t'emballe pas, ces gars sont des machines. Personnellement, je n'ai jamais pu parler avec l'un d'eux. Quand ils se déploient, ils viennent, détruisent tout et repartent aussitôt. Mais Xiam la ville dépend directement du chef de guerre. Et lui, comment se fait-il que j'en ai jamais entendu parler? Il est le chef de l'humanité, mais il ne s'est jamais déplacé de lui-même. Et personne ne connaît son visage, par raison de sécurité. Tous ses ordres sont transmis. Ou alors, pour les opérations majeures, il envoie ce cher conseiller Saïriv, en tant que représentant. Mais toute sa puissance est dans la force et la discipline de son armée principale. Je pensais à Xiam la ville. La première fois que nous nous étions rencontrés, elle m'avait dit qu'elle voulait faire de moi son arme. Pour protéger l'humanité. Pour moi, protéger l'humanité, cela voulait dire défendre la ville de Nemesos. Et si l'ordre venait de plus haut? Saïriv semblait déjà tout savoir de moi. Enfin bref, ce n'est pas une partie de plaisir de converser avec lui. Mais le fait qu'il prenne les commandes de l'opération ne change rien à notre objectif. Le Fenrir appartient toujours à Nemesos, et nous ramènerons l'artefact à Nemesos. Brandford posa sa main sur mon épaule. Te bile pas, fiston, tu resteras avec nous. Je te vois déjà en train d'imaginer tout et n'importe quoi. Je vous remercie. Bon, nous y voilà. En route. Et nous nous élançâmes dans le hangar principal. En son sein fourmillaient des dizaines de soldats de l'armée de terre. Leur flux incessant était jalonné de camions, jeeps, hélicoptères et de massifs engins s'apparentant à ce que pouvaient être des tanks. Enfin, des tanks de Nemesos quoi. Dan sortit de ce flux pour nous rejoindre. Venez, on n'attend plus que vous. Livitref et le reste de l'escouade sont déjà devant Saïriv. Entre deux camions, Saïriv avait placé un vieux tableau noir et accroché un plan de la ville. Devant lui se trouvaient quelques soldats, jeunes et munis d'un équipement plus léger que j'avais pu voir auparavant. Livitref se tenait en tête de groupe, et chacun d'eux était au garde à vous. Dan et Brandford en firent de même, et on me donna un coup sur le coude quand on s'aperçut que j'étais le seul à avoir mes mains dans les poches. Messieurs, le temps presse. Je me passerai donc d'entrer dans les détails. Sur ce plan de Beholz, vous pouvez voir l'emplacement de la tour d'Insus Co. À l'intérieur se trouve l'artefact et votre mission est de le récupérer. Mais cela vous le saviez déjà. La nouveauté, c'est que vous allez être déployé ici. Saïriv marqua un emplacement d'une croix rouge, en plein centre-ville, à quelques kilomètres de la tour. Ne devions-nous pas être déployés à l'Astroupe? Je n'ai pas souvenir, lieutenant Livitref, que le rôle d'un soldat soit de discuter les ordres. Mais pour répondre à votre question, en effet, votre mission devait commencer à l'Astroupe, et vous deviez au fur et à mesure avancer avec l'armée jusqu'au QG, en force. Alors pourquoi ne pas s'en tenir au plan initial? Pourquoi ? Pour la bonne raison que le chef de guerre a estimé que cette stratégie, pensée par le généralissime Xiam la ville, était tout simplement grotesque. Le silence parmi le groupe devint pesant. Les soldats de Nemesos n'appréciaient pas tellement qu'on critique Xiam la ville. Pourtant, tout a été mis en place pour le déroulement de ce plan. N'est-il pas trop tard? Sérieusement, Livitref, vous venez d'arriver dans la bataille et le Fenrir est déjà en situation délicate. Donc pardonnez-moi l'expression, mais laissez ce travail aux véritables vétérans. Il n'a rien à faire dans les mains de Xiam la ville ou dans celles d'un ancien membre croulant du KGB. L'ambiance était vraiment sympathique. Livitref ne dit plus rien de tout le briefing. Mais ses poings étaient serrés, prêts à frapper. Merci, lieutenant. Je disais donc, vous serez déployé ici, à 2460 mètres de la tour, en plein territoire Mara. La bataille qui se déroule sur les plaines de l'Astroupe occupe l'armée Mara. Et selon nos observations, les rues de la ville sont désertées. Voici ce en quoi votre mission va consister. Partir de ce point et vous infiltrer jusqu'à la tour. Ainsi, nous évitons des pertes inutiles en envoyant l'armée et l'opération sera beaucoup plus courte. Comment pouvons-nous être sûrs que les rues soient désertes? Saïriv me regarda fixement, d'abord énervé par ma prise de parole, puis il laissa glisser un sourire en coin sur son visage. Simplement, mon cher interprète, parce qu'ils ont déployé leur cyclope. Leur cyclope? Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que... Dan tenait mon bras et me faisait signe de me taire. Il voulait cacher mon ignorance à Saïriv. Ok, je vois. À la bonne heure. Pour terminer, une fois l'artefact en votre possession, vous devrez vous rendre sur cette place, à 500 mètres de la tour. C'est la plus grande place de Beholz et elle est entourée de bâtiments. Un hélicoptère pourra s'y poser, mais il faudra agir vite car elle sera totalement à découvert. Des questions? Parfait. Si, moi? Oui? Vous avez dit que vous alliez nous déployer à cet emplacement pour nous infiltrer. Mais si nous n'entrons pas dans la ville avec l'armée, comment allons-nous nous y rendre? Telle est votre mission, soldat. Envoyez un signal avec cette balise pour nous informer de votre retour. Repos soldat, saut dans 5 minutes. Équipez-vous. Il m'a pas répondu, les gars, là. Les gars? En silence, Dan et Brandford.
accompagnés des membres du groupe, se saisirent des sacs à dos et commencèrent à clipser des attaches. Livitref était derrière moi et déjà fin prêt. Il passa des lanières du sac autour de moi et les attacha également. Non, je commence à comprendre et c'est même pas la peine d'y penser, monsieur. Livitref m'avait accroché à lui et ma tête s'était enfouie dans sa barbe. Au même moment, un des membres de notre escouade tapota quelques boutons sur une console de commande. Monsieur, lâchez-moi, je refuse de faire ça. Je vous ai déjà dit que j'avais le vertige. Une partie de la cuirasse inférieure du hangar s'ouvrit. Et dans le vrombissement de l'air s'engouffrant à l'intérieur, je pouvais déjà distinguer au loin les immeubles de Beholz. 2 solutions, monsieur. Soit vous me lâchez et on est contents tous les deux, soit je fais exploser votre cerveau avec mes pouvoirs. Tu sais pas le faire. Du haut d'une plateforme, Saïriv nous observait. Messieurs, il est temps. Saut dans 3, 2, 1, maintenant. Les membres de l'escouade s'élancèrent dans le vide. Ils disparaissaient de mon champ de vision en quelques instants. Non, monsieur, non, s'il vous plaît. 4e leçon de survie dans le monde de Reva. T'avais qu'à être plus gros que Livitref. Livitref bomba le torse de manière à ce que mes pieds ne touchent plus le sol. Il se mit à courir. Coaché à son ventre, je voyais se rapprocher l'ouverture du Fenrir, puis l'immensité du vide. Allez tous vous faire boire! Seigneur! Seigneur Horter! J'avais pourtant ordonné qu'on ne me dérange pas. Mais monseigneur, nous avons... J'avais pourtant ordonné qu'on ne me dérange pas. Mais monseigneur, l'interprète... Quoi? Parle, je peux tout entendre. Parle vite ou je broie ton misérable corps. L'interprète... est arrivé à Beholz, Seigneur. Alors, finalement, ils sont tombés dans ce piège, aussi grossier soit-il. Nous allons pouvoir entrer dans la 2e phase du plan. Mara, tu vas transmettre mon ordre. Nous allons stopper l'alimentation en énergie EO de la salle du monolithe. Il ne nous sert plus à rien de maintenir en vie ces humains dorénavant. Nous n'aurons plus qu'à cueillir Gensio Reva lorsqu'il activera le monolithe. Bien, monseigneur. Il sera fait selon vos désirs. Mais ne pensez-vous pas que nous aurons besoin de renfort de la part de notre... Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, non! Je ne veux pas, Seigneur! Je ne veux plus entendre parler de lui, est-ce bien clair? Que cela vous serve d'exemple. Je suis le seul maître ici, est-ce que c'est bien compris? Vous ne répondrez qu'à mes ordres. Disposez maintenant. Et ramassez-moi ça. Bien, Gensio Reva. Enfin on se retrouve. Apporte-moi l'artefact. Et ensuite je me ferai un plaisir de t'écraser comme un insecte. Encore une fois.